Bonjour à tous. Peut-être devrais-je dire rebonjour à tous. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et j'insiste là-dessus, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. J'ai reçu tout à l'heure un message d'un de mes observateurs ou quelqu'un qui me suit sur les réseaux. Et cette personne souhaitait un approfondissement de la chronique 6, la chronique défense numéro 6. Alors, sur la base de cette demande, je vais pouvoir faire la chronique 7 en numéro 2. Bien. Je m'appelle Alain Rapono, je suis le président de l'Observatoire de la Défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Chronique défense numéro 7. Sujet: l'État et l'armée. L'armée et l'État. Quelle influence de l'armée dans la construction de l'État de droit? Je tiens pour référence le discours du chef de l'État le 16 août 2024, discours dans lequel il faisait état ou faisait référence ou semblait se satisfaire de la contribution de l'armée dans la construction de l'État de droit. Bien. Ceux qui ont lu Norbert Elias savent que l'armée et l'État sont quasiment imbriqués. Pourquoi? Que serait la valeur de l'armée sans l'État? Et quand vous avez une armée qui n'est pas intégrée dans un État, il s'agit purement et simplement d'une milice. Vous avez une armée qui n'est pas reconnue par un État ou qui ne sert pas un État, il s'agit d'une milice. Bref, l'armée tient on va dire quoi, sa légitimité de son rapprochement, de son imbrication avec l'État. Entre l'État et l'armée qui existe avant, l'un ne peut exister sans l'autre. Si vous avez une armée qui existe, elle se forcera de mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait un pouvoir politique derrière afin de légitimer ses actions. Et ainsi de suite, vous avez un pouvoir politique, un État, il ne peut exister, il ne peut perdurer s'il n'a pas avec lui une force de coercition, c'est-à-dire un pouvoir ou alors une force exclusive pour accompagner ces décisions. L'armée soutient l'État. L'État soutient l'armée. L'armée et l'État sont quasi imbriqués. Recherche de Norbert Elias. Alors, qui de l'État ou de l'armée est contre l'autre? Et dans leur relation, on pourra simplement noter que c'est l'État qui tire les ficelles et l'armée est faite pour obéir aux politiques. Parce que le pouvoir politique est un pouvoir de domination. Ce pouvoir de domination fonctionne grâce à l'armée, qui parfois est obligée de descendre dans la rue pour persuader les populations de rentrer chez elles en cas de contestation. Quand je parle d'armée ici, je parle de forces de défense et de sécurité. En dépit de leurs attributions premières qui consistent à défendre la population et de défendre le territoire national,
contre les menaces et contre les attaques armées, l'armée, comme institution, a aussi pour responsabilité celle d'aider au maintien et même de contribuer et de participer au maintien de l'ordre. Quand vous parcourez la loi 004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique, vous pouvez très facilement vous rendre compte de cela. Vous constaterez également que la police, notamment, est un corps paramilitaire. Et malgré le fait qu'elle est un corps paramilitaire, elle a un fonctionnement militaire, un commandement militaire. C'est hiérarchisé de manière à ce qu'il n'y ait aucune différence entre l'armée et la police. Et d'où le fait qu'il s'agit de la même loi qui organise le maintien de l'ordre dans notre pays. Même si aujourd'hui, politiquement correct, nous parlons de, on va dire quoi, gestion démocratique des foules, au lieu de parler clairement du maintien de l'ordre, nous utilisons des expressions politiquement appropriées ou politiquement correctes pour essayer d'éluder les principes anciens ou alors les anciennes formes du maintien de l'ordre. Bref, l'armée est l'état de droit. L'état de droit au sens matériel, l'état de droit au sens formel. Est-ce que l'armée est managée ou gérée ou coordonnée par des principes d'état de droit? Oui, mais au sens formel. Sur le sens matériel, l'armée ne fonctionne pas sur la base de l'état de droit. Parce que l'état de droit au sens matériel ne se vit pas dans l'armée. Parce que les questions de démocratie n'y ont pas de place, les questions de parité n'y ont pas de place, les questions de contestation, les questions d'opposition et même les questions d'opinion n'ont pas de place dans l'armée ni même dans la police. Alors, en partie, l'armée sait ce que c'est l'état de droit, uniquement, j'ai bien dit, uniquement en ce qui concerne l'état de droit au sens formel. Mais quand nous parlons de l'état de droit au sens matériel, l'armée n'y connaît pas grand-chose. Alors, quand le chef de l'État nous dit contribution de l'armée pour la construction de l'état de droit, de quel état de droit s'agit-il? C'est la question que nous posons. Et nous savons tous qu'il ne répondra pas à cette question, mais nous nous interrogeons et dans cette forme d'interrogation qui paraît être très clairement un monologue, chacun saura apporter la réponse qui lui convient. Mais la question méritait d'être posée. De quel état de droit s'agit-il? Regardons l'armée dans son fonctionnement. Quand vous regardez l'armée à distance et que vous prenez le statut général ou particulier des militaires, vous constaterez qu'il y a des dispositions qui ont été modifiées dernièrement. Ce qui était imposé à tous, notamment la polygamie, est aujourd'hui imposé uniquement à un certain groupe de personnes. À la majorité. Je dois dire ça comme ça. Parce que quand nous disons que la polygamie est permise pour les hauts gradés et même pour les hautes autorités des forces de défense et de sécurité, notamment les généraux, donc les officiers supérieurs, nous partons du principe
que les officiers supérieurs, les généraux et consorts, les hauts gradés, ne sont pas majoritaires dans les forces de défense et de sécurité. Ils sont plutôt minoritaires. Ce sont eux qui ont les privilèges, ou alors le privilège d'avoir ou de prendre ou de souscrire à la possibilité et même à l'éventualité d'une seconde épouse. Certains verront là une discrimination, d'autres verront une manière militaire de fonctionner, d'autres verront une absence de l'état de droit au sens matériel. Parce que si des questions de parité ou les questions d'équité ne sont pas appliquées pour tous, alors que nous appartenons tous au même corps, ça pose un problème. Voilà. Je voulais juste prendre cet exemple. Regardons un autre exemple, celui de la police, qui est en réalité un corps paramilitaire, selon la loi 004/98 du 20 février 1998, la police est un corps paramilitaire. Regardons son organisation, d'accord? Cette loi est relative ou portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique. Regardez, un corps paramilitaire, ça veut donc dire qu'il n'est pas entièrement militaire, mais qui a une organisation militaire, une ossature militaire, une hiérarchie militaire. Et du coup, au sein de la police, qu'en est-il du droit de grève? Est-ce qu'ils ont droit d'être syndiqués? Nous n'avons pas créé la police dans le monde. La police existe en France, elle existe aux États-Unis, elle existe dans d'autres pays. Pourquoi en France nous trouvons le syndicat Alliance, qui est le plus grand syndicat de policiers en France, et pourquoi il n'existe pas de syndicat de police au Gabon? Bien, c'est juste quelques exemples que je voulais tirer pour que chacun comprenne que parfois dans le discours politique, il y a l'envie, l'ambition, la volonté, d'accord, de joindre l'utile à l'agréable. Mais ceci n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément faisable, ce n'est pas forcément possible. Alors, comment l'armée, qui ne vit pas l'état de droit au sens matériel, qui le vit simplement au sens formel, pourrait nous aider en tant qu'État à installer formellement et matériellement et à faire asseoir l'état de droit dans notre pays? La question reste posée. Et je reste ouvert à toutes les formes de réponse. C'était Alain Rapponneau dans la chronique Défense numéro 7. C'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.